Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour Santana et bienvenue. Bonjour Olivia, merci beaucoup. Alors Santana, c'est pas la première fois que je t'interview, puisque en fait tu nous parles de management, tu nous parles aussi de gestion du temps, du stress, et donc c'est des sujets en fait qui nous importent beaucoup quand on travaille notamment dans les services de greffe. C'est un axe en fait sur lequel aujourd'hui on travaille de plus en plus. Donc tes conseils sont très précieux. Et le sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est vraiment particulièrement sur la gestion du temps et sur l'organisation. Alors, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et comme ça, après, on avance sur le sujet. Bien sûr, alors je m'appelle Santana et je suis formatrice en management holistique. Ça veut dire que je gère tous les aspects du management, que ce soit de la gestion du temps, la gestion de l'humain, la priorisation des tâches. On va venir travailler vraiment sur toutes les missions du manager pour qu'il soit le plus confortable possible dans son poste. D'accord, très intéressant. Donc en fait, tu as une vue 360 du manager. Exact, tout à fait. J'essaie vraiment de voir sous tous les angles, toutes les opportunités. Ok, très bien. Alors, ce que je te propose, c'est que nous, on se concentre sur un sujet, mais j'imagine qu'avec ta vision 360, ça va venir apporter des éléments peut-être sur lesquels nous, on n'aurait pas d'idée. Restons, nous, sur la gestion du temps, de l'organisation. Alors, moi, ma première question, elle va être très simple parce que on est dans un cadre, les agents de greffe, c'est vraiment quand même un cadre un peu particulier où l'urgence est constante. Et moi, ma première question, c'est ça. Est-ce qu'il est possible de planifier son travail lorsqu'on évolue dans un environnement de l'urgence? Alors oui, c'est tout à fait possible, mais ça va demander une approche flexible et adaptée. Ce qui est important de retenir, c'est que effectivement, même si l'emploi du temps est rythmé par de l'urgence et de l'imprévu, plus on va venir l'organiser, le préparer, et moins on va être stressé dans son quotidien. Et ça va permettre aussi de gagner en efficacité. Ok. Alors, comment tu dis qu'il va falloir être flexible? Ça veut dire qu'il va falloir que je planifie, mais que je sois flexible aussi. Exactement. Ça veut dire que dans le planning, on va organiser des choses qui vont être fixes pour toutes les tâches récurrentes et des créneaux qui vont être beaucoup plus flexibles. Moi, j'appelle ça des créneaux de zone tampon où on va laisser libre ou à ces moments d'urgence et d'imprévu, ils vont aller dans la zone tampon. Mais ça demande une nouvelle organisation et une nouvelle structuration de son emploi du temps. D'accord. Donc, la stratégie, si je comprends bien, donc, c'est de laisser des créneaux de temps, entre guillemets, de temps libre, mais parce qu'en fait, on sait qu'ils seront pas libres et qu'ils seront pris Exactement. par des tâches urgentes. C'est ça la stratégie? C'est une des stratégies que je peux proposer, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que finalement, on prévoit son planning sur une journée sans anticiper des moments pour les urgences et pour les imprévus qui sont très récurrents par rapport à ce type de travail. Ben justement, si on laisse un créneau pour les urgences et les imprévus, et que quand les urgences et les imprévus, elles tombent, elles arrivent, on est plus stressé, on est plus anxieux et on finit pas plus tard finalement sa journée de travail parce qu'on a déjà laissé un créneau spécifique pour ces urgences. D'accord. Alors, tu dis que ça, c'est une des méthodes que tu peux proposer. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Exact. Il y a tout un tas de méthodes, mais là, je vais vous parler déjà aujourd'hui de la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui permet de distinguer les tâches urgentes des tâches importantes. Ça veut dire qu'il faudra aller voir sur Internet, c'est un tableau où on représente l'urgence, l'importance et le non urgent et le non important. Et en fait, ça va permettre de se dire, OK, si c'est urgent et si c'est important, on va faire la tâche immédiatement. Si c'est important mais non urgent, on va venir la replanifier dans son emploi du temps, dans son organisation. Si c'est urgent mais non important, est-ce qu'on a la possibilité de le déléguer? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut venir le planifier dans cette fameuse zone tampon? Et si c'est ni urgent ni important, est-ce qu'on peut réduire son impact en termes de temps passé dessus? D'accord. Ok. Donc, c'est une technique, en fait, la tâche arrive et je vais la classer parmi Exactement. ces différentes catégories que tu viens de nous donner.
Ça va permettre de prioriser ses tâches et de faire un point sur quelles sont les tâches les plus importantes et les plus essentielles et quelles sont celles qui vont être plutôt secondaires. Ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de sa journée et des tâches à faire. D'accord. Donc ça, en fait, je le fais au niveau de la journée ou au niveau de la semaine. Ça va dépendre de l'organisation de chacun et de la manière de travailler. Moi, je pense que plus on planifie et moins on est débordé. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une planification hebdomadaire, mais également une planification quotidienne, Avec ce système-là, entre autres. entre autres, hein, une des méthodes. OK. Est-ce Exact. que finalement, tu penses que euh, gérer son temps, euh, ça a un lien finalement avec sa personnalité? Alors, oui, effectivement, mais heureusement que ce n'est pas que la personnalité qui nous définit. On va avoir tout un tas de combinaisons, on va avoir tout ce qui sont des facteurs comme l'environnement, l'expérience, les compétences, les priorités personnelles, et à ça, on va venir y rajouter tous les aspects de notre personnalité qui vont venir aussi y mettre un petit peu de son soi dans cette organisation. Et là, on va y retrouver les filtres de perception, le cadre de référence, le niveau d'énergie et le niveau d'ouverture d'esprit, mais aussi la tendance à l'anxiété ou à la gestion de son stress. Après, ce qui est aussi important de retenir, c'est que la gestion du temps, c'est avant tout une compétence qui s'apprend et qui se développe. D'accord, donc en fait, on peut apprendre à gérer son temps. C'est-à-dire là, la méthode, Totalement. tu m'as donné deux types de méthodes, hein, d'outils, mais en fait, tu en as d'autres et on pourrait en fait apprendre véritablement à gérer ce temps. Ah mais complètement. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des profils qui vont être naturellement dans l'organisation et d'autres qui vont un peu subir leur journée. Donc ces personnes-là, il faut qu'elles arrivent à trouver une structure et une organisation qui leur ressemble pour avoir un cadre de travail plus confortable. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que je connaisse aussi un peu ma personnalité. Et même si j'ai une personnalité qui n'est pas forcément dans l'organisation, je peux apprendre une organisation qui aille avec ma personnalité. Tout à fait, D'accord. exactement. Ok. Et toi, en fait, dans tes formations, est-ce que t'arrives à repérer le style de personnalité pour proposer une stratégie d'organisation à cette personne avec cette personnalité? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu proposes, comment tu le fais pour trouver, en fait, la stratégie qui va à cette personnalité? Ben là, après, ça va être par des échanges, par faire un point sur son organisation actuelle. Pour la personne aussi, il faut qu'elle va arriver à prendre conscience de ses difficultés. Et souvent, quand on met en lumière en discutant, la personne, elle est très alignée avec ses forces et ses axes d'amélioration. Donc après, c'est de la co-construction, de l'échange. Et le but, c'est aussi de les faire évoluer. Donc il y a des personnes qui ont des pistes de réflexion qui savent déjà un peu où aller et il y a des personnes qui patauchent totalement parce que le degré de maturité de chacun aussi par rapport à ce thème-là, on n'est pas tous au même niveau. Donc, c'est le but aussi, c'est d'accompagner la personne selon son propre degré de maturité. Ok. Est-ce que, par exemple, comme ça, tu arriverais à me donner les types de personnalités et des types, finalement, de stratégies d'organisation qui pourraient aller? Ça, tu arriverais à me le Bien dire? sûr, tout à fait. Alors moi, j'ai fait trois suggestions selon trois styles de personnalités différentes. Je vais commencer par les personnalités qui ne savent pas du tout par où commencer et qui ont un manque d'organisation totale, on va dire. Donc le but, c'est de commencer sa journée en identifiant les tâches les plus importantes, ses priorités. Donc là, cette personne-là, elle peut s'aider de la fameuse matrice d'Eisenhower. Une fois qu'elle a identifié ses priorités, qu'est-ce qu'elle en fait? Ben, il va falloir qu'elle se concentre sur trois grosses tâches sur sa journée, vraiment des tâches prioritaires, des tâches prioritaires, on va dire. Ensuite, deux secondaires et cinq plus petites. Et ensuite, ça va lui permettre de structurer sa journée efficacement et de pouvoir avoir une vue déjà d'ensemble de sa journée. À ça, elle va toujours programmer la zone tampon. Ça, cette fameuse zone tampon, cette zone de créneau d'urgence et d'imprévu, elle marche pour tous les profils. Mhm. Une fois qu'elle a créé sa zone tampon, ben, ça va être pour cette personnalité-là d'être dans la planification au maximum. Le but, c'est ces personnes-là, souvent, elles planifient pas parce qu'elles se disent qu'elles perdent du temps et que, en fait, le temps, ben, elles en ont besoin. Et c'est important de se rendre compte que sur du court terme, elles perdent du temps,
mais sur du long terme, elles vont en gagner parce que plus elles seront organisées et moins elles perdront du temps. Donc ça, C'est perdre du temps finalement pour en gagner. Et ça, c'est effectivement un axe sur lequel je vais beaucoup, même pour les révisions. Beaucoup de personnes qui passent des concours, en fait, pensent perdre du temps à planifier, mais en fait, on gagne un temps fou. Donc, exact, OK. exact. Donc là, c'est la Ensuite, personne on va voir. un peu désorganisée, hein. Là, elle est désorganisée et toi, tu vas remettre du cadre. Et le cadre, en fait, ça peut passer par cette stratégie-là de repérer les priorités, etc. Et toujours en laissant des zones tampons. OK. Toujours. Ensuite, on va voir la personne qui a des notions de la gestion du temps, mais qui pourrait être encore un peu affinée. Donc là, moi, j'ai proposé de faire un travail en time blocking. Le time blocking, c'est de planifier la journée en blocs horaires spécifiques, d'assigner à chaque bloc soit une tâche, soit un type d'activité. Et après, j'ai mis en exemple, par exemple, de 9 à 11, travailler sur un projet prioritaire. De 11 à 12, gestion des tâches administratives. De 13 à 14, répondre aux mails. De 14 à 15, la fameuse zone tampon, et ainsi de suite. Et ça va permettre de structurer son temps de manière vraiment, vraiment détaillée. D'accord. Donc là, pour cette personne qui a quand même des notions d'organisation, en fait, là, l'idée, c'est finalement de lui restructurer encore plus les choses, de mettre en fait des horaires. Ça, ça lui apporte quelque chose de supplémentaire. Et est-ce que peut-être ces horaires, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que si là, il va y avoir l'idée peut-être de se connaître et de se dire, bah moi, le matin, je suis assez dynamique. J'aime bien aller en contact des gens, donc je vais plutôt mettre là le moment où en fait bah, je vais passer de bureau en bureau pour savoir comment ça va. Ensuite, entre midi et deux, moi j'aime bien, ou à 13 heures, j'aime bien faire quelque chose de plus intellectuel et à ce moment-là, je vais me plonger sur un projet. C'est ça, c'est se connaître à ce moment-là et planifier les horaires en fonction des types de tâches. Alors exactement, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait de se connaître, c'est très important, tu as très bien résumé, mais il y a aussi le fait de connaître les tâches qu'on a à faire. Parce que si on a une tâche qui nous tombe dessus, que nous on se dit oh ça va durer 20 minutes et qu'en fait il faut 2 heures, ben en fait on a déréglé complètement finalement sa stratégie de la journée. Donc c'est important aussi de faire un point et d'arriver à identifier le temps qu'on a besoin pour les tâches. Et ça permet aussi après de les regrouper par soit par activité de tâche ou soit par tâche spécifique. D'accord. OK. Et ensuite, tu nous as dit, tu as un troisième profil. Tout à fait, le profil qui est ultra organisé et qui peut être aussi assez stressé. Donc ce profil-là, plus il va être justement dans la gestion de son temps, moins il sera stressé. Donc le but, c'est de prendre 5 minutes la veille au soir ou le matin pour venir organiser sa journée. Et ça va passer par l'étape de la liste. Moi, je préfère que ça soit plutôt le soir, comme ça le matin, quand on se lève, on sait déjà ce qu'on a à faire. Sauf si les personnes, elles ont leur emploi du temps plutôt le matin sur les tâches à faire. Ça, après, c'est très flex selon les personnes et selon comment ça fonctionne au niveau du travail. Mais ça va être de venir lister toutes les tâches qu'on a à faire. Et là, on ne se censure pas. Parce que du coup, cette feuille, elle est juste entre cette feuille et moi, quoi. Donc là, il n'y a personne d'autre qui le verra. Ça va permettre de se décharger au niveau déjà de la charge mentale et de venir tout noter. Et on aura une vraie vision de tout ce qu'on a à faire. À ça, on va venir se dire, OK, on revient toujours sur la même chose. Quelles sont les tâches les plus importantes, les plus prioritaires, celles qui auront le plus d'impact sur mes objectifs? À ça, on va venir les planifier. Et comme tu disais, ben, commencer par les tâches qui ont le plus d'importance, qui vont être placées au moment où mon énergie elle est le plus optimale. Donc, si moi je suis plutôt du matin, je mettrai ces grosses tâches à ce moment-là. Si je suis plutôt de l'après-midi, je les différerai sur l'après-midi. Là, ça sera vraiment selon le profil de chacun. Toujours penser à la fameuse zone tampon et aussi une petite part de être fier de soi aussi, c'est important. Donc pour celui-ci qui est très très organisé, mais peut-être aussi un peu stressé, parce qu'il a besoin finalement de planifier, mais comme il est dans un métier de l'urgence aussi, bah, c'est compliqué, malgré cette zone tampon, de savoir exactement ce qui va tomber. Ici,
Finalement, l'idée, c'est de jeter sur un papier finalement tout ce qu'il y a à faire pour que ça sorte en fait de la tête et que on ait une vision de voilà, il y a tout ça. Moi, dans tout ça, aujourd'hui, matériellement, je peux faire ça. Je vais classer dans la journée ce que j'ai à faire. Mais en fait, quand même ma to-do list à côté où je sais que bah, les autres tâches, je les reporterai ou en tout cas, c'est pas oublié, c'est là. Mais on s'est sorti quand même de ma tête, c'est-à-dire que ça tourne pas en rond à devoir me dire je dois le caler quelque part tout le temps, il faut que je le mette, il faut que je le fasse. En fait, là, j'ai ma liste à côté et petit à petit, j'intègre en fait les éléments de cette liste pour le faire en fonction de ce qui tombe aussi en termes d'urgence. Est-ce que ça se passe? Exactement. Ouais, ouais. Après, c'est toujours pareil, hein. Plus on va venir planifier, optimiser finalement sa gestion du temps et plus on sera efficace. Donc, effectivement, tu as bien résumé. Donc finalement, dans ce que tu veux dire, c'est que le manager en juridiction, il doit avoir une vision en fait sur le très long terme, sur son année, parce qu'en fait, par exemple, un DSGJ, il sait qu'à telle période, eh bien, il doit travailler sur les archives, à telle période, il doit bah, s'occuper des entretiens individuels, etc. Peut-être il y a des projets en fait de mise en place de nouvelles procédures, donc et de par exemple, je ne sais pas, pour mettre en place toute la programmation ou un programme de justice restaurative. Donc, en fait, il va avoir des projets comme ça à mettre en place sur l'année, des projets en fait récurrents, des projets qui sont qui partent d'une année à l'autre, mais qui sont des gros projets. Donc, il y a ces gros projets-là. Et puis après, il y a le quotidien. Il y a le quotidien, Exact. la gestion, bah, évidemment, des équipes ou des problématiques qui se posent là aujourd'hui ou sur une période plus courte. Donc en fait, là, le manager, il doit voir long terme, donc il doit faire un planning sur le long terme, il doit faire aussi un planning sur un moyen terme avec des objectifs peut-être par trimestre pour Exact. avancer dans les gros projets. Après, il y a son planning, on va dire, Individuel un peu, ouais. et à la semaine finalement, où en fait il va y intégrer le quotidien, le trimestriel et l'annuel. Exactement. Alors, c'est vrai que dit comme ça fait assez lourd. Après, moi, je vais trouver un exemple très concret. Quand j'étais directrice de magasin, on avait, en gros, ce que font les managers dans les tribunaux. Le travail, enfin, je vais pas dire que le travail reste le même, mais le fond reste le même. Ça reste l'organisation. Et moi, Ça quand reste j'étais du directrice de management aussi. magasin, voilà, je faisais tourner un business et pareil, je devais avoir une vue sur une année. Et en fait, la société pour laquelle je travaillais proposait, mais dans toutes les structures de commerce que j'ai faites, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un énorme tableau qui est sur une année. Et en fait, le tableau, il représente toutes les phases importantes et les choses qui vont devoir être faites, les moments forts. Donc déjà, tous les jours dans le bureau, on a un tableau qui énumère un peu toutes les grosses tâches ou tous les moments forts de l'année. Donc ça, on s'appuie pas forcément dessus, mais ça permet d'avoir une vision un peu tous les jours. Attends, mais là j'en suis où de mon mois, de mon année. Donc ça, je trouve que pour les personnes qui sont visuelles, et je pense que dans une globalité, on a tous besoin de voir les choses et de bien les assimiler. Je pense que ça peut être intéressant de, là encore, perdre du temps à pourquoi pas se créer un tableau avec une année entière, avec les choses un peu phares qu'il ne faut pas oublier, les moments forts et tout ça. Et à ça, effectivement, venir planifier son trimestre, son mois, sa semaine. Mais c'est vrai qu'un manager, c'est un vrai chef d'orchestre parce que là, les suggestions que j'ai proposées ne s'arrêtent pas là. Parce qu'en plus de la délégation, il va devoir aussi former et encadrer ses équipes à les rendre plus autonomes. Parce que finalement, on se rend compte que à ne pas les accompagner, le jour où il manque que quelqu'un, ça déstructure et ça désorganise totalement l'équipe. Alors que si on prend le temps de les former et de les accompagner, le jour où il y a une absence d'un membre de l'équipe, en fait, l'équilibre n'est pas bouleversé parce que chacun sait un petit peu ce qu'il a à faire. Donc, ça va aussi demander de les engager avec des feedbacks, de créer des moments d'échange pour comprendre quelles sont les difficultés de son équipe et à quel moment ça pêche au niveau de la productivité pour venir mettre des actions en place. Donc, tout ça, c'est vrai que pour ce manager-là, c'est énergivore, mais c'est mettre une base en place au début pour qu'après, les choses se fassent automatiquement.
Mais après, ça peut aussi passer par effectivement la fameuse énergie qu'on disait, se connaître soi-même pour identifier les moments où on est le plus en énergie, pour venir y mettre les tâches les plus lourdes à ce moment-là. Savoir aussi dire non et peut-être renégocier les délais quand c'est possible. Mais c'est surtout important aussi de se dire qu'il faut prendre soin de soi parce que ben, faire des temps de pause, pour certaines personnes, c'est perdre du temps, mais en fait, ça permet de se recentrer et aussi d'éviter ben, le stress accumulé. Donc, c'est plein de petites choses. Et aussi, toujours garder en tête ben, que le manager, c'est le fameux chef d'orchestre. C'est lui qui va construire un environnement de travail sain où l'équipe, ben, elle peut fonctionner même quand le N+1 n'est pas là. Donc, tout ça, ça demande de nouveau de la formation, de l'accompagnement et aussi ben, garder en tête que le respect, la bienveillance, agir avec neutralité, tout ça, c'est instaurer un cadre de travail dans lequel son équipe va évoluer encore mieux parce que ça sera un cadre de travail plus agréable. Mm. Pas évident. Non, c'est pas évident, mais en tout cas, ça montre que c'est une vraie formation en fait que d'être un manager et que en fait ça peut s'apprendre, on peut s'améliorer, on peut travailler sur soi et améliorer en fait des axes qui aujourd'hui bah on peut pas. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Ah oui, c'est important de se dire qu'on a tous, on arrive tous avec notre bagage personnel de ce qu'on sait faire, de savoir-être et de savoir-faire, mais il y a des compétences qui doivent s'apprendre. Ça, c'est une évidence. Ok. Est-ce que, à ce propos, est-ce que tu as des études de gestion du temps qui montrent en fait que ben, les impacts en fait d'une bonne gestion ou de certains outils que tu nous as proposés, est-ce qu'on a des études un peu sur ce thème-là? Bien sûr, alors j'ai réduit quand même au maximum parce que je pourrais en parler pendant des heures, hein. J'ai fait un résumé. En tout cas, effectivement, il y a des études sur la gestion du temps et son optimisation qui ont été faites autant dans le domaine professionnel que dans la vie personnelle parce que les deux sont quand même très reliés. Et en fait, ben, en résumé, les recherches, elles vont montrer que ben, une bonne gestion du temps, ça va réduire le stress et ça va augmenter le plaisir à aller travailler, en tout cas la satisfaction du travail que des techniques comme la planification proactive, comme on n'arrête pas de dire, et la fixation d'objectifs, ben, ça améliore l'efficacité. Que le multitâche et les interruptions, ben, ça nuit fortement à la productivité. Que des choses qui ont déjà été dites et aussi, parce que la procrastination, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, ben, que cette fameuse procrastination, elle peut être combattue en définissant des échéances et en réduisant les distractions. Donc voilà, j'en ai identifié que quatre parce que je pense que ça reste des quatre éléments qui sont forts. Mais une fois qu'on prend conscience de ça, on se rend compte quand même on peut travailler là-dessus. Même il ressort finalement de ces études que la gestion du temps permet bah, concrètement de gérer son temps, mais en fait a des impacts positifs sur d'autres choses importantes comme bah, le stress et le bien-être au travail, l'efficacité, la productivité. Donc ça engendre en fait beaucoup de choses finalement que de gérer son temps et de bien le gérer. Ben, en fait, totalement. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas juste à, OK, je sais très bien gérer mon temps et j'ai une optimisation du temps qui est efficace. Oui, mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça passe par le bien-être personnel, par l'équilibre entre la vie pro et la vie privée, d'être capable, quand on arrive à la maison, de baisser un peu sa charge de travail, en tout cas baisser sa charge mentale pour pouvoir être 100% avec sa famille. De quand on est au travail, de ne pas avoir la boule au ventre, de ne pas être trop anxieux. Et tout ça, ben oui, c'est cette gestion du temps, elle est importante parce qu'en fait, elle va venir permettre de gagner en efficacité et de mieux prioriser ses tâches en évitant la surcharge mentale. Ok. Et comment, par des formations ou des ateliers au sein des juridictions, on pourrait améliorer finalement le bien-être au travail des agents? Déjà, les juridictions, elles peuvent améliorer le bien-être au travail en proposant des formations et des ateliers qui vont être axés autour de la réduction du stress. De prendre conscience aussi que ce stress, il existe, il est là et qu'il va avoir un réel impact, que ce soit physique et ou mental. Donc déjà, ça, c'est important. On peut aussi mettre en place des formations pour optimiser les tâches et avoir un meilleur équilibre finalement entre les obligations professionnelles et la sérénité. Mais donc, on peut, après là, j'ai listé quelques formations qui pourraient, enfin, qui existent et que moi, je peux aussi proposer. Après, c'est toujours des formations qui vont être adaptables et personnalisées, mais on peut aussi avoir la formation pour sensibiliser aux impacts d'une mauvaise gestion du temps.
Et là, ça va justement faire ressortir le stress, le manque de productivité, le manque d'efficacité. Ça peut être aussi apprendre à mieux prioriser et à organiser son temps, limiter les interruptions et savoir gérer les imprévus, encourager la délégation et l'entraide au sein d'une équipe aussi. Et tout ça, en fait, c'est des petits ateliers, des petits modules qui peuvent facilement se mettre en place, en fait. Exact. Mm. Exact. Après, ça peut être aussi, ben, c'est bête, mais prendre aussi conscience que instaurer des pauses et des rituels de récupération, ça va permettre de mieux rebondir et d'être d'autant plus efficace après. Et aussi ce fameux plan de formation de ses collaborateurs, assurer des formations et un suivi de formation pour les faire monter en compétences. Après aussi, il faut se dire que accorder aux agents en les formant sur la gestion du temps, c'est pas juste se contenter d'améliorer finalement la productivité et l'efficacité de ces agents. Ça va leur permettre de réduire le stress, d'améliorer la collaboration et finalement de contribuer à un bien-être général de ses collaborateurs. Donc, c'est pas des sujets qui doivent être oubliés ou être mis de côté. Parfait. Merci beaucoup, Santana, pour tout ça et à bientôt pour une autre vidéo. Avec, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivia. Au revoir.